Le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler des robots. Oui, alors les robots émotionnels, les chatbots, avec cette question sous-jacente, est-ce que l'automatisation détruit des emplois ? Est-ce que les managers, on en parle beaucoup sur ce plateau, vont être remplacés par des algorithmes ? C'est une question. Les notaires, les avocats, beaucoup de métiers sont percutés évidemment par tous ces algorithmes. Comment recruter avec de l'intelligence artificielle ? Tiens, pour une émission qui parle emploi et RH, sans discriminer, parce que parfois vous avez peut-être vu que les chatbots prennent les voix de femmes et qu'il n'y a pas d'hommes, ou inversement, il n'y a que des voix d'hommes et des femmes. Tous ces sujets-là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est votre réalité quotidienne, vous qui surfez sur des téléphones, sur des ordinateurs, qui achetez en ligne. Tout ça, c'est notre réalité. On n'est pas dans la science-fiction et on va en parler avec Laurence De Villers. Bonjour Laurence. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne Université, chercheuse au LIMSI CNRS. Il a changé de nom pour Eliasen. Voilà, exactement. Et vous avez une chaire où depuis près de 30 ans vous travaillez. La chaire, c'est récent, mais ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets. 2 livres, les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. J'aime beaucoup la fin de « et l'éthique dans tout ça » qui est sorti en mars dernier, mars 2020, aux éditions de l'Observatoire. Et puis des robots et des hommes. Là aussi, on se dit on est dans la science-fiction. Non, c'est une chercheuse qui a écrit le livre, sorti chez Plomb en 2017, avec le mot fantasme, parce que ça véhicule des fantasmes. D'abord, un mot très concret. D'abord, et c'est compliqué d'avoir une boule de cristal, mais vous qui cherchez et qui observez cet univers incroyable, assez clos d'ailleurs, est-ce que doucement, ces robots, cette intelligence artificielle est en train, doucement, à bas bruit, de supprimer, de remplacer des emplois ? Non, elle ne remplace pas des emplois. La majorité du temps, elle remplace des tâches. Et c'est en cela qu'en fait, il faut comprendre la puissance de ces outils qui vont augmenter en fait de la précision qu'on peut avoir d'un sujet, des prédictions parce que elles ont des capacités d'englober d'énormes corpus de données qu'on n'a pas. C'est faramineux. Et d'aller chercher aussi avec une acuité qu'on n'a pas, une acuité inhumaine. Par exemple, dans les radios, pour détecter les cancers, elles vont regarder des corrélations de pixels, ce que l'œil humain ne va pas pouvoir trouver. On va trouver des indices perceptifs de la maladie, mais qui n'iront pas au très très petit. Donc je dirais que c'est à la fois le très grand avec toutes les données et le très très petit sur lequel on peut zoomer avec la machine, qui est très intéressant. Je reviens à l'emploi et on va élargir sur ces fameux robots, les robots émotionnels, le fait que doucement la technologie s'améliore pour apporter un grain de voix, une douceur, enfin le sentiment qu'on parle à un humain, mais il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent aujourd'hui, qui se disent « mais mon métier est percuté directement par l'IA ». Je dis les notaires, il suffit d'avoir un très bon algorithme, il compile toutes les données. Enfin, c'est vertigineux quand même ce qui nous arrive. C'est complètement vertigineux et de plus en plus dans le traitement automatique de la langue, des textes, et qui, pour certains métiers, comme ceux du journalisme, les notaires, les avocats, vont être très prégnants. Qu'est-ce qu'on arrive à faire ? On arrive avec d'énormes bases de données, des milliards de bases de données, des milliards de mots plutôt, on arrive à faire des systèmes qui sont capables de générer des phrases qui ont une ressemblance à des phrases humaines, voire d'en générer des nouvelles, des inédites. Du coup, c'est quand même nous qui décidons qu'elles sont inédites, ça c'est le premier point. La machine. Il y a un homme derrière. Voilà, la machine crée des possibles et l'humain, c'est lui qui décide que c'est de qualité, que l'abstraction est là. Parce que, en fait, c'est pas du tout une pensée humaine, c'est une pensée calculante qui abstrait pas, qui ne manipule pas des concepts. En préparant l'émission, vous me dites, on n'est pas dans la science-fiction, parce qu'évidemment, on a tous, moi qui suis un ancien, Terminator, tout d'un coup, l'ordinateur, exactement, le robot, la machine prend le pouvoir. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à cela ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine prend le pouvoir, elle est elle-même capable de s'auto-réguler, de créer son intelligence et d'avancer ? Non, elle est dépendante de l'énergie déjà, first. Comme nous, en quelque sorte, finalement. Oui, mais nous, on va chasser pour manger. Et puis, on va près d'une rivière pour boire. Enfin, c'est pas la même proportion. On a besoin des deux, si vous voulez, pour procréer. Voilà, la machine, elle s'auto-procrée pas. Elle crée pas des nouvelles machines. Alors, certes, elle peut mettre en œuvre dans des usines, des programmes qui vont faire de nouveaux robots. Mais ça n'a rien à voir. C'est programmé par l'humain, tout ça. Intrinsèquement, la machine n'a pas de volonté, d'ailleurs, de faire quoi que ce soit. Ce sont les humains qui leur donnent des volontés de faire quoi que ce soit. La volonté, c'est nous qui la mettons dans la machine. Voilà, elles n'ont pas de conatus, comme le décrit très bien Spinoza, c'est-à-dire d'étincelles de vie, d'appétit de vie, de volonté de perdurer dans ce qu'elles sont. Et donc, elles sont... Elle n'a pas d'angoisse. Pas du tout... elles peuvent être... Ah,
avec des capacités de simuler l'angoisse, comme tout ce qu'elles font. En fait, elles ne font qu'imiter. Mais on va très loin. Je connais des chercheurs japonais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans des robots très féminins, par exemple, une peau siliconée chaude avec des capteurs pour savoir si on la caresse ou si on la frappe. Et puis, il y aura donc une espèce de variable qui va emmagasiner une douleur artificielle ou un plaisir artificiel et qui va engendrer en fait des intentions dans la machine, qui ira vous voir d'une certaine manière ou qui aura des réactions, mais évidemment copiées sur les humains ou pré-câblées, c'est-à-dire codées par des ingénieurs. En aucune manière, c'est une conscience. Alors, qu'est-ce que la conscience? C'est aussi un grand mot pour dire beaucoup de choses. Mais oui, c'est ce que les films de science-fiction, là en l'occurrence, essaient d'impliquer dans leurs films. C'est que ces machines, finalement, à un moment donné, ont une conscience. Elles ont presque de l'émotion. Mais arrêtez, la conscience, voilà, par exemple, un robot, il a conscience que quand il ouvre les bras, il peut heurter des gens et faire du mal. Voilà, c'est premier niveau de conscience. Mais alors, la conscience qui est la morale, ou qui est la conscience... L'éthique que vous évoquez. L'humanité ou l'éthique, ça, on en est très loin. L'éthique, parlons-en, parce que quand on vous entend, quand on vous écoute, et vous vulgarisez ces sujets, parce qu'ils sont éminemment techniques et complexes, on se dit, ça sert à quoi tout ça? C'est dans quel but? Ça fait avancer l'humanité? Alors oui, on s'est toujours doté d'outils pour aller plus loin, pour comprendre mieux ce que nous sommes. Quand on essaie de modéliser en fait une des capacités de l'homme d'apprendre, par exemple, comme ce qui est le cas, c'est ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. La fulgurance, c'est l'apprentissage des machines à partir de nos données. Oui. C'est ça vraiment le vrai sujet. Eh bien, c'est intéressant de savoir comment on apprend. Alors, j'aime pas du tout quand quelqu'un, même un expert, nous dit « ces machines apprennent comme un enfant ». Eh bien, non. L'enfant apprend avec son corps, il apprend avec l'interaction avec les autres. La machine apprend avec plein de données qu'on lui donne. Qu'on rentre dans... Et il en faut beaucoup pour arriver à un niveau, alors que l'enfant... Lui, en 2 fois, il sait que ça chauffe et que c'est dangereux, par exemple. Et il Par l'expérience, lui, en l'occurrence. Vraiment, dans l'expérience, se nourrir beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément. Tout un tas d'informations. Il y a un sujet autour des entreprises et du pouvoir politique, de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Oui. Alors, je parle à la France, je pense à l'Europe, je pense au Canada, on va peut-être en parler. Vous avez remis, et vous avez été la co-rapporteuse d'un avis du Comité national pilote d'éthique du numérique, le CNPEN, coécrit rapport que vous avez devant vous avec Alexei Greenbaum, qui est un philosophe. Vous l'avez remis à Jean Castex, ce rapport. Quelles sont les mesures, je dirais, éthiques que vous lui soumettez? Parce que dans votre livre et dans ce rapport, il y a le mot éthique. C'est-à-dire que tout d'un coup, viennent se choquer des enjeux économiques avec des enjeux éthiques. C'est quoi ces enjeux? Oui, alors, ce sont par exemple l'idée de se doter d'outils pour vérifier que nos valeurs et nos principes ne sont pas mis à bas par ces machines. Par exemple, la liberté, par exemple, l'autonomie. Et donc, c'est vrai que l'on construit des systèmes qui vont nous surveiller de plus en plus pour peut-être notre santé. On est dedans déjà là, on y est là. On y est, oui. On fait donc des systèmes qui nous surveillent, donc qui sont anti-liberté. Donc on voit bien que là, par exemple, il y a une tension. Eh bien ça, c'est une tension éthique entre l'un et l'autre, pour lesquels, dans certains pays, on voit bien que le balancier est du côté de la surveillance gouvernementale, par exemple, et de l'autre côté, on veut être tout liberté. Toute liberté, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Or, on se rend compte que l'idéal est d'être au milieu, dans une situation plus normée sur le consensus de tous. Il y a une réelle différence, parce que je pense que les citoyens ne se rendent peut-être pas compte des pouvoirs de ces systèmes et du peu de savoir qu'on a sur eux. Je suis entièrement d'accord. On est très impuissant devant ça. Manipulation. Le consentement qu'on vous demande, par exemple, pour utiliser certains outils, ce n'est pas un consentement éclairé parce qu'on ne vous dit pas vraiment ce que fait l'outil. Donc, il faut plus de transparence. Quand on accepte, par exemple, sur un site, quand on appuie, puis on dit OK, en fait, globalement, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas trop ce qu'on fait. C'est évident. Après, on dit non lorsqu'on veut regarder si vous avez côtoyé un tel ou une telle pour savoir s'il y a un risque pour le virus. Vous voyez, donc, il y a une disproportion. D'un côté, on dit oui aux grands géants numériques américains, et puis on dit non au gouvernement. Donc je crois que là, il faut ramener tout ça à quelque chose d'assez rationnel et se rendre compte qu'on est impuissant et que, en cela, l'État et notre collectif a besoin de se donner des normes pour qu'on ait plus confiance dans ces objets et qu'on puisse les utiliser avec raison et parce qu'ils apportent, effectivement. Mais Laurence de Villers, vous dites qu'il y a une défiance des citoyens aujourd'hui. On le voit, il y a une sorte d'inquiétude par la non-connaissance et il y a aussi une défiance, j'allais dire presque éthique et politique à l'égard de cette grosse machine numérique.
Je crois qu'elle est pour d'autres sujets aussi. Il faut comprendre que la machine numérique nous permet de quantifier. Par exemple, on s'aperçoit que les femmes sont moins présentes sur les plateaux de télévision ou qu'on consomme trop d'énergie pour certaines choses. On peut réguler. Si on sait anticiper à partir des données qu'on collecte et qu'on sait finalement trouver des aberrations ou des choses qui ne sont pas visibles tant qu'on ne les a pas calculées, comptées et tant qu'on n'a pas fait des modèles dessus, eh bien on continuera. Donc l'IA, c'est aussi une façon de pouvoir changer demain. Ça sert qui? Des grandes entreprises? Puisque je parlais d'emploi tout à l'heure, l'idée que le robot puisse pratiquer le grand remplacement. J'ai vu que le gouvernement, avec Elisabeth Borne, avait lancé un lab. C'est-à-dire qu'il se passe quand même des choses, que la ministre du Travail est en train quand même de réfléchir avec des chercheurs, de se dire, tiens, observons un peu ce que font les grandes entreprises. Est-ce qu'il y a quand même l'idée de limiter leurs coûts salariaux, en y mettant des machines qui n'ont pas d'émotion, qui ne vont pas faire grève, qui ne vont pas revendiquer, qui ne vont pas se plaindre? Il suffit de leur mettre des données et des data. Enfin, est-ce que je caricature ou on n'est pas loin de la vérité? Non, vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est-à-dire en fait que l'économie, l'industrie va là où c'est le plus rentable. Donc c'est en cela qu'on essaie de parler d'éthique. Donc l'éthique, c'est avant tout une science de raisonnement autour de ce qui est bien pour nous, pour l'humain, pour ses valeurs, pour ses principes. Donc il faut absolument que ces vecteurs d'éthique soient présents. Donc on pousse, nous les chercheurs, à différents endroits, dans les comités internationaux, nationaux, à ce que l'éthique devienne une valeur comprise, des guides de bonne pratique dans toutes les industries. Et ça, vous le dites aux grandes industries qui fabriquent. Bien sûr. C'est ça, on les connaît, et les GAFA aussi, j'imagine. Alors les GAFA disent le faire tout seuls. C'est en cela qu'ils se différencient aussi. Ils sont juges et partis, si vous voulez. Ils construisent et puis ils disent qu'ils sont bien. Donc c'est là aussi qu'il faut, à mon avis, avoir une puissance suffisante pour que tout le monde soit autour de la table, petits ou grands. Et puis les monopoles ont toujours été un problème. Si j'essaie de faire une norme sur quelque chose et que j'ai un monopole sur le sujet, eh bien ça sera ce géant du numérique qui fera la norme. Or, c'est en cela qu'il y a une guerre des normes en ce moment entre les différents industriels. On n'est pas sur la taille du boulon comme en Angleterre pour savoir si le boulon de roue... on n'est pas sur les boulons là, on est sur la norme de data, de la norme informatique. On est sur la norme informatique. D'un code informatique, puisque tout part d'un code. Qui va plus loin. En fait, je dis toujours, moi, c'est qu'il faut réguler, c'est non pas seulement le code, les algorithmes, c'est pas suffisant. Les algorithmes plus ces données, c'est pas suffisant. C'est l'interaction des humains avec ces algorithmes, avec ces modèles, une fois qu'ils ont appris quelque chose, qu'il faut contrôler. Si vous voulez, l'intimité que je vais avoir avec une machine qui prend la voix... J'allais y venir, ouais, exactement. Un enfant face à un petit robot jouet qui est autour de lui, est-ce que finalement il ne va pas se livrer à ce robot? Et puis les parents auront peut-être le résumé de ce que pense votre enfant. Où va être son jardin secret? Où est-ce que va être sa liberté? Ça pose énormément de questions, vous voyez. Il y a deux sujets économiques qui sont dans notre quotidien et qui géraient son grand public. Il y a les chatbots. Oui. Et vous dites, en allant loin, qu'on va doucement arriver à synthétiser la voix d'un humain, d'une femme, d'un homme. Quelle est la part du consommateur de dire « moi, j'accepte pas de parler à un robot » Est-ce qu'il faut d'abord nous le dire? Parce que je pense même qu'on peut se faire avoir, non? Oui, alors d'ailleurs, on pousse à ce qu'il y ait une loi qui existe déjà là en Californie, qui est que lorsque vous interagissez avec une machine, vous savez que c'est une machine. Il faut le dire. Il faut le dire. On n'a pas encore cette loi, mais elle devrait être, je pense, poussée par l'Europe. Mais c'est vrai que sinon, on va être dans un leurre total. Imaginez le métavers, c'est-à-dire qu'on nous promet demain des univers virtuel, le métavers. C'est un univers virtuel. Comme un jeu, Second Life, un jeu vidéo, dans lequel vous avez un casque de réalité virtuelle et vous rencontrez vos amis virtuels, qui sont des amis ou pas, qui sont peut-être juste des machines. Quand vous parlez de synthèse vocale, on sait faire la synthèse vocale. On sait déjà imiter quelqu'un, une voix. D'accord ? À partir des données de quelqu'un de conversation, on est capable aussi de générer un chatbot jumeau numérique qui va parler comme vous et qui peut-être va générer, alors si c'est les derniers transformers, des dernières technologies numériques pour le traitement automatique des langues, eh bien, il saura générer des paroles inédites. Alors c'est utilisé pour simuler des vivants, mais aussi des personnes décédées en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cela? On voit bien que... J'ai vu que Facebook réfléchissait à la survie numérique du défunt. L'accompagnement... Oui, alors, les Japonais ont déjà utilisé en fait, des outils comme ça numériques pour parler de deuil, mais ça veut dire que c'est encadré. Par exemple, c'est 49 jours, le temps d'un deuil dans certaines religions. Autre secteur dont on nous dit qu'il est porteur de bien-être, puisque c'est vrai que c'est cette activité de l'IA crée de l'angoisse, c'est intéressant d'avoir une chercheuse qui essaie de poser les choses, c'est le domaine de la santé, des personnes âgées, le service à la personne, pénurie d'emploi,
on ne trouve pas de salariés depuis des années, et ça s'est accentué depuis quelques mois. On nous dit le robot qui va justement être dans l'interaction avec des personnes âgées. Est-ce que ça vous semble être un débouché éthique, celui-ci ? Mais il n'y a pas de débouchés éthiques, il y a des usages plus ou moins éthiques. Ou un usage éthique. Voilà, et derrière, il faut encadrer, c'est-à-dire il faut comprendre, surveiller ce que c'est que cette relation avec la machine. Est-ce que ça isole des humains ? Est-ce qu'il y a une addiction derrière ? Est-ce qu'il peut y avoir une perversion de manipulation pour vous faire irriter ? J'imagine le pire, si c'est une personne âgée. Ou alors une déviance qui serait plutôt une dépression, qui n'est pas quelqu'un qui devient dépressif à cause de cette machine qui s'adapte à elle et qui ne va pas dans le bon sens. Donc on a besoin de contrôler, mais... En dehors de cela, je pense que c'est extrêmement utile, dans certains cas, pour assister. Donc ça, c'est de l'assistance. Par exemple, je pense à ce petit robot qui vient faire des chansons dans un espace. C'est de la stimulation cognitive. Voilà. On sait très bien que dans le cas de la dégénérescence, on peut perdre le langage. Et c'est avec ces systèmes, on l'a vu, avec un orthophoniste qui serait là tout le temps, on pourrait avoir une stimulation qui fait que vous recopiez dans votre cerveau, dans une autre zone, des informations que vous avez perdues. Or, on n'a pas d'orthophoniste qui est là... Mais non. Question. 24-24. Vous voyez qu'on en revient à des débats autour de l'économie. Bien sûr. Et donc, mais c'est pas seulement économie. On ne peut pas dire à toute la planète de s'occuper à 50 personnes, une personne âgée. Donc, c'est évident que ces systèmes, s'ils sont bien conçus, avec raison, avec des contrôles, ils seront extrêmement puissants pour nous aider à combattre, par exemple, ces pathologies de dégénérescence. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ce laboratoire, vous êtes très impliqué dans la fondation Blaise Pascal. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'on va parler des jeunes, on va parler de l'Europe, mais il y a aussi l'idée qu'il faut commencer tout petit. Moi, je suis de l'autre génération, quand vous me parlez de ce sujet, il génère chez moi une certaine angoisse, et un certain choc, parce que je suis tellement loin de cette connaissance que ça génère de l'angoisse. Je ne voudrais pas être le seul à vous le dire. Non, il faut bien comprendre que cette angoisse, elle doit être apaisée. Il faut absolument monter partout, en fait, des façons de tester ces objets. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'un industriel vous dise « Regardez, c'est génial, tout est invisible » et par plaisir, désir, on va prendre la même chose que son voisin, on va jouer avec et ne se rend pas compte qu'on est manipulé. Ce qu'il faut, c'est avoir des objets, des chatbots ou des robots qui soient montrés dans un écosystème scientifique et où vous pouvez avoir, avec raison, comprendre les différents systèmes, les concepts qui sont derrière. Donc il faut aller vers une éducation de cela. La Fondation Blaise Pascal va dans le sens d'aider les enfants à l'école, en fait, à comprendre cela. On veut aussi qu'il y ait plus de filles dans ces univers, puisqu'en fait, on modélise... La tech en manque. L'interaction sociale à travers ces robots, ces chatbots. Or, il y a 80% d'hommes qui codent ou qui conçoivent. Et puis, il y a 80% de ces systèmes qui sont féminisés, qui ont des voix féminines, des visages féminins, et voire des corps féminins quand on parle de robots sexuels. Donc, où va-t-on dans cette représentation des femmes à travers ces machines ? Je vous fais sortir un tout petit peu de votre champ d'investigation, mais est-ce que dans le droit du travail, il faut repenser à l'aune de tout ce que vous nous racontez, le code, la data, des voix artificielles qui peuvent nous duper, la tromperie d'une entreprise qui pourrait me faire croire pour acheter le produit. Enfin, il y a quand même de sacrés dangers dans tout cela. Mais en fait, ce ne sont pas forcément des dangers. On a vu, par exemple, la pétrochimie, le nucléaire arriver. Au début, tout le monde en avait peur, c'était diabolisé. Et puis, on a fait des normes. Et puis, finalement, on en a vu aussi des bénéfices pour la société en disant c'est une électricité qui est plus propre, dit-on. Propre, voilà. Donc, c'est la même chose. On est en train de vivre ça avec l'IA. Pour l'instant, il n'y a pas de normes. On en connaît. On a déjà, nous, la GDPR, donc la protection de nos données privées, anonymisées, qui normalement ne sont pas vendues ailleurs. Sachez que les géants du numérique, ils sont, eux, tout à fait libres de vous prendre les données lorsque vous utilisez leur système. Donc ça veut dire que le danger de l'IA, c'est non seulement un risque, parce qu'il y a un vrai débat des entreprises ou même de certains experts qui vous disent, mais attendez, rassurez-vous, ce qu'on perdra en emploi traditionnel, puisque certains emplois seront remplacés, on va le gagner par d'autres. Ça, vous le confirmez qu'on a un transfert derrière ? C'est pas un transfert si simple, mais c'est évident qu'il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, mais qu'il ne faut pas perdre aussi les anciens métiers. Si vous voulez, ça serait ridicule de perdre le savoir-faire artisanal. Et d'ailleurs, l'artisanat est assez tranquille. C'est difficile de faire des machines qui savent faire de l'artisanat. Avec aussi autant de finesse et autant de... Et donc, c'est assez étonnant. Ce sont plutôt les métiers intellectuels qui risquent d'être remplacés par rapport au métier manuel. Vous l'évoquiez, on ne l'a pas précisé. Tout à l'heure, j'ai cité notaires et avocats. Soyons honnêtes, les journalistes, aujourd'hui, il y a des articles de presse intégralement faits par des robots. Oui, mais le robot... Et dorés comme un article. Non, mais non. Le robot va pouvoir récupérer énormément de données, mais il n'est pas capable d'imaginer le futur. Il n'a pas d'intuition de ce qui est important. Il ne sait pas aller dans cet ensemble énorme de données, trouver les concepts qui seront ceux qui vont porter une idée.
Donc tout cela, c'est l'humain qui sait le faire. Et là, il faut rassurer les gens. On ne crée pas des machines qui sont humaines. On crée du non-humain qui calcule, c'est tout. Mais là, on frôle le débat que vous avez peut-être eu avec le philosophe qui a coécrit le rapport avec vous sur la notion d'éthique. C'est une donnée philosophique. Tout à fait. Ça sert à quoi tout ça? Qu'est-ce que vous disent les entreprises que vous challengez, puisque vous êtes souvent assis face à eux? Vous vous en nourrissez aussi pour comprendre comment elles fonctionnent. C'est quoi leur objectif, leur finalité? C'est gagner plus d'argent? C'est nous rendre plus heureux? Parce que c'est un peu le rêve des GAFA. C'est quoi la finalité philosophique de tout ça? Bon, oublions le rêve des GAFA de nous rendre plus heureux, c'est avant tout de faire plus d'argent. Hein. Donc, Et pan il ne faut pas non plus raconter... de salade. Du marketing comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles vendent. Elles vous disent... Non, elles vendaient ça. Elles voulaient faire cheval blanc qui vient sauver l'humanité. Je crois que là, on est tous un peu conscients que ce n'est pas le cas. Non, il est essentiel de comprendre que si... Pourquoi je dis ça? Parce que la majorité des plateformes qu'on utilise, hein, Facebook, etc., Google, etc., nous profilent, nous envoient de la publicité et servent de tuyaux pour vendre des choses. Hein. Donc c'est capturer notre attention le plus possible pour derrière nous vendre tout un tas d'objets, de vacances, de tout ce que vous voulez. Du rêve. Donc, moi, je dis juste qu'on ne va pas dans le bon sens, puisqu'on nous promet un métavers dans lequel on serait en réalité virtuelle, donc encore moins capable de distancier par rapport à la machine. Parce que ressentir dans son corps ce qui se passe dans le métavers, en artificiel, ça va être quelque chose d'assez incroyable. C'est assez génial, la réalité virtuelle, pour l'avoir déjà utilisé. On est bien d'accord, il faut utiliser quand même ce casque. Hein. C'est pas très cher, on arrivera assez facilement. On va vraiment être dans des univers qu'on ne connaît pas. Et il est important qu'on expérimente avant pour aller comprendre qu'il y a énormément de choses qu'on pourra faire mieux. Mais il y en a aussi sur lesquels il ne faut pas aller, c'est cet enfermement dans des réseaux sociaux avec ce casque, où là, on va vous manipuler totalement, vos émotions aussi. Et comment on arrivera à distancier, avoir une réflexion sur nous, alors que nous sommes dans le jeu, en train de jouer. Donc c'est pour ça qu'une partie de la population, parfois souvent très éduquée, qui connaît ces sujets, s'y oppose d'une manière très militante. Elle ne veut pas de ce monde-là. On ne peut pas s'y opposer de cette manière. Je pense que le plus important, c'est d'éduquer. Le plus important, c'est de dire, je veux des normes. Je veux que cette machine, à ce moment-là, nous dise... D'où l'intérêt de votre rapport. Voilà, d'où l'intérêt de ce rapport, d'où l'intérêt aussi de ce qu'on fait dans un groupe qui était de l'AFNOR au départ, donc français, avec des industriels, et qui maintenant est un groupe européen, pour essayer de pousser les industriels à construire des objets avec l'anticipation de mauvais usages dans la société. Et un consentement, en quelque sorte. Enfin, l'idée un consentement éclairé, c'est-à-dire en poussant la transparence des objets. Avant de nous quitter, c'est un mot qui est un peu nouveau sur le plateau, en tout cas de Smart Job ici, le métavers. Ça aussi, excusez-moi de revenir toujours à ma marotte de l'emploi et de la création de l'emploi. Est-ce que la planète, dans 100 ans, est destinée à continuer toujours à travailler, aller au travail, ou est-ce que le monde qu'on nous invente là, qui est en train de se dessiner, c'est un monde finalement virtuel, sans travail, sans activité? Enfin, on est un peu perdu là. Non, on a toujours besoin de travailler, et d'autant plus que ces objets sont très complexes. Si on veut arriver à les maîtriser et à être tous en capacité de prendre ces distances et de les utiliser au mieux, il va falloir qu'on apprenne un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et puis à les réparer, et puis à les créer, et à les designer au mieux, et à travailler sur cette éthique qui doit être consciente pour tous les citoyens. Donc je pense qu'il y a énormément de nouveaux emplois qui vont être créés, qui seront d'ailleurs très intéressants aussi pour les femmes, parce qu'on voyait peu d'appétence finalement c'est vrai. pour aller dans le numérique. Mais le numérique ou l'IA, c'est pas juste des modèles algorithmiques, du code, etc. C'est la santé et l'IA, c'est l'éducation et l'IA, c'est l'éthique et l'IA, c'est le journalisme et l'IA, c'est tout ce monde qu'on essaie de construire pour lequel il faut un maximum d'engagement des jeunes, des moins jeunes, pour aller produire des choses qui soient pour nous acceptable. L'univers dans lequel vous nous faites entrer est totalement extravagant, vertigineux. D'ailleurs, c'était les mots de la ministre Borne qui disait que c'était une analyse humaine. C'est absolument vertigineux. C'est vertigineux. Et nous y sommes, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, la machine que vous nous décrivez, l'organisation de ce monde, on est dedans. On est sur le toboggan, là. On a un TGV qui va très vite, c'est les États-Unis. On a finalement la Chine qui a mis le frein à main à fond pour les enfants en disant stop, ils n'ont plus le droit d'eux. Pour construire un train rationnel qui va au milieu et qui va le faire. Mais il existe le train européen, on n'est pas monté dedans encore? Le train européen se construit en ce moment, il faut qu'on y croie, tous, et qu'on se donne les mesures d'aller justement sur des mesures de démystification,
conscience. Et de pédagogie aussi, c'est Et ce que vous faites pédagogie. sur le plateau pour essayer de me retirer cette Mais angoisse. vraiment, on a les Et je l'ai moyens de encore le un faire. peu, je ne vous le cache pas. On a les moyens de le faire. En tout cas, vous nous avez apporté une forme d'optimisme aussi sur les questions d'emploi, de remplacement, parce que c'est un vrai sujet, ça. Oui, et puis c'est une créativité pour un emploi plus durable, peut-être plus conscient, avec un meilleur bien-être au travail. Peut-être, qui allégera des tâches Voilà, les tâches fastidieuses, répétitives. fastidieuses, pour aller se concentrer sur là où on apporte réellement, et on apporte vraiment parce que l'intuition, les émotions, l'imagination, c'est nous. C'est ça, c'est pas la machine, ça vous nous le redites. On n'aura pas de machine autonome Non. dotée d'une intelligence humaine. Même si elles avaient englobé tout ce qui est écrit Oui. dans le monde entier, elles n'auraient pas le goût de la pomme. Parce qu'on a un palais. C'est vrai, le goût de la pomme. Ça, on va rester sur cette idée. Professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne, et puis 2 livres, si vous souhaitez vous intéresser à ce sujet que je trouve passionnant Les et robots. vertigineux. Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, parce qu'on en a quand même pas mal parlé de l'éthique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mettre des cadres à cette espèce de toboggan vertigineux. Et puis un précédent, peut-être d'occasion, comme on dit, les robots et des hommes, qui était sorti chez Plomb en 2017. Et puis ce rapport qu'on doit avoir en ligne, co-rapporteuse d'un avis du Comité national de pilote d'éthique du numérique, CNPEN, si vous voulez lire précisément ces fameux enjeux éthiques dévoilés par Laurence de Villers. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup. De nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et c'est tout de suite.